Quand je suis rentré de mon voyage d'affaires, ma fille était écroulée à l'entrée. Mon mari a haussé les épaules. Je l'ai juste un peu disciplinée. Tu es trop protectrice. J'ai appelé une ambulance, les larmes coulant sur mon visage. Lorsque le secouriste est arrivé et a vu le visage de mon mari, il s'est figé. Il m'a chuchoté à l'oreille. « Man, est-ce votre mari ? En fait !» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Allison Kennedy. Je suis graphiste indépendante à Boston. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon mari dans un accident de voiture. Depuis, je vis seul avec ma fille de 6 ans, Chloé. La douleur de cette perte était profonde, mais je devais continuer d'avancer pour le bien de Chloé. Emmêlé dans le tourbillon du quotidien, je m'épuisais à essayer d'équilibrer mon travail et l'éducation de ma fille. À l'automne, il y a 3 ans, un changement s'est opéré dans ma vie. J'ai rencontré un homme dans un café du quartier. Il s'appelait Brent Kennedy, un homme à l'air tranquille qui disait travailler pour une société de gestion immobilière. Il se tenait derrière moi alors que je commandais un latte, et nous avons fait connaissance grâce à quelques échanges anodins. Il m'a raconté qu'il venait d'emménager, quittant Chicago pour, disait-il avec un sourire doux, prendre un nouveau départ. Après cela, nous avons commencé à nous croiser de plus en plus souvent dans ce même café, apparemment par hasard, et nous avons fini par nous fréquenter officiellement. Brent était gentil et très à l'écoute. Quand je me plaignais de mon travail, il écoutait attentivement, et lorsque je parlais de Chloé, il souriait en disant « J'aimerais beaucoup la rencontrer un jour ». Environ 6 mois après le début de notre relation, je lui ai présenté Chloé. Ma fille était timide au début, mais grâce à l'approche douce de Brent, elle s'est vite attachée à lui. Nous jouions ensemble au parc, allions prendre des glaces. Brent s'accroupissait pour se mettre à la hauteur de Chloé, l'écoutant sérieusement même quand elle racontait de petites histoires. J'étais certaine qu'il ferait un merveilleux beau-père. Au bout d'1 an, nous nous sommes mariés. Ce fut une petite cérémonie, mais Chloé y a participé en portant un bouquet, et ce fut une journée joyeuse. Je l'avais interrogé sur son passé, il m'avait dit avoir traversé un divorce douloureux et qu'il n'avait eu aucun enfant avec son ex-femme. Il ne voulait pas en parler davantage, et je n'ai pas insisté. Après tout le monde a un passé qu'il préfère taire. Je pensais qu'il suffisait que nous puissions bâtir notre nouvelle vie ensemble. La vie après le mariage s'est déroulée sans accroc. Brent travaillait avec diligence et subvenait à nos besoins. Les week-ends, nous allions au parc en famille, regardions des films, menant une vie familiale des plus ordinaires. Chloé s'était attachée à son nouveau papa. En rentrant de l'école, elle lui racontait joyeusement sa journée. J'avais enfin l'impression d'avoir retrouvé la chaleur du foyer que j'avais perdu. Cependant, environ 1 an et demi après notre mariage, l'attitude de Brent a commencé à changer. Il disait que c'était le stress du travail. Peu à peu, il est devenu plus silencieux qu'avant et s'est montré plus souvent irritable. Il a également commencé à employer des mots plus durs avec Chloé. « Tiens-toi correctement. Ne fais pas de bruit. » Ce genre de remarques se multipliaient. Je me disais que les hommes devenaient plus stricts en tant que père. Peut-être, parce qu'il n'était pas son père biologique, il sentait qu'il devait lui imposer une discipline rigoureuse. En me répétant cela, je réprimais la légère inquiétude qui grandissait en moi. Un soir, Chloé m'a dit d'une petite voix qu'elle avait peur de papa. J'ai serré ma fille contre moi et lui ai expliqué que la sévérité venait de l'amour. Chloé n'a rien ajouté. Avec le recul, j'aurais dû écouter plus attentivement les mots de ma fille. À cette période, mon travail prenait de l'ampleur et on me confiait des projets de plus grande envergure. Les voyages d'affaires de 2 ou 3 jours sont devenus plus fréquents. Brent se montrait coopérant, me disant de lui laisser Chloé et m'encourageant à me concentrer sur mon travail. J'étais reconnaissante de la compréhension de mon mari et pouvais partir l'esprit tranquille. Pendant mes déplacements, j'appelais la maison tous les jours pour m'assurer qu'ils allaient bien tous les deux. Brent répondait toujours « Tout va bien, ne t'inquiète pas ». Chloé aussi parlait d'une voix enjouée au téléphone, disant que c'était amusant. Je ne me doutais de rien. Je n'avais absolument pas réalisé que ma famille commençait lentement à s'effondrer. Mon travail est devenu encore plus prenant et les voyages d'affaires se sont intensifiés, passant à 2 ou 3 fois par mois. Un contrat avec une grande entreprise était en cours, marquant un tournant décisif dans ma carrière. C'était un projet de création d'identité visuelle de marque de A à Z, et j'avais l'entière confiance du client. C'était la première fois qu'on me confiait un projet d'une telle ampleur depuis que j'étais graphiste indépendante. Brent restait très soutenant. Il me disait de donner la priorité au travail, qu'il s'occuperait de Chloé.
J'étais sincèrement reconnaissante du soutien de mon mari. Comparé aux difficultés que j'avais eues en tant que mère célibataire, j'étais vraiment soulagée d'avoir un environnement où je pouvais me concentrer sur ma carrière. Mais chaque fois que je rentrais de voyage d'affaires, je sentais Chloé changer peu à peu. Ma fille, qui se précipitait vers moi dès que j'ouvrais la porte d'entrée pour me serrer dans ses bras en criant « Bienvenue, maman », restait de plus en plus souvent dans sa chambre ces derniers temps. Quand je l'appelais, elle apparaissait à petits pas, mais sans le sourire radieux qu'elle avait avant. Même quand je l'interrogeais sur l'école, ses réponses étaient sommaires. « Comment s'est passée l'école » demandais-je, et elle répondait brièvement « Oui, c'était amusant ». Auparavant, elle m'aurait raconté avec enthousiasme des choses comme « Aujourd'hui, Emma et moi avons joué à cache-cache ». Mais récemment, elle avait cessé de partager les détails. Que je pose des questions sur son professeur ou ses camarades de classe, je n'obtenais que de courtes répliques. Ses habitudes alimentaires avaient également changé. Même quand je préparais des pâtes, que Chloé adorait, elle se contentait de jouer avec sa fourchette au lieu de manger. Quand je lui demandais si elle avait mal au ventre, elle disait « Non, j'ai plus faim ». Mais en réalité, elle n'avait presque rien avalé. Ses joues semblaient se creuser. Je trouvais étrange qu'une enfant en pleine croissance mange si peu, mais quand j'en ai parlé à Brent, il a minimisé, disant qu'elle devenait probablement simplement plus difficile. La nuit, Chloé a commencé à faire des cauchemars et à pleurer plus souvent. Au début, c'était environ une fois par semaine, mais récemment, j'étais réveillé par ses pleurs tous les 3 jours environ. Lorsque je me précipitais dans sa chambre, Chloé était recroquevillée sous sa couverture, tremblante. Quand je lui demandais ce dont elle avait rêvé, elle disait seulement qu'elle ne s'en souvenait pas. Je la serrais dans mes bras et lui frottais le dos, et elle finissait par se calmer et se rendormir. Mais le tremblement de son petit corps m'inquiétait. Un jour, au dîner, j'ai remarqué que Chloé portait une chemise à manches longues. C'était pourtant le début du mois de septembre et les journées chaudes continuaient. « Pourquoi portes-tu des manches longues » ai-je demandé, et Chloé a répondu qu'elle avait froid, retirant rapidement son bras. À cet instant, il m'a semblé apercevoir une échymose bleue par l'ouverture de sa manche. « Chloé, tu t'es cognée » Ma fille a hoché légèrement la tête. Elle a dit qu'elle était tombée à l'école. Elle ne voulait pas en parler davantage. Les enfants tombent souvent, me suis-je dit. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai consulté Brent à propos de l'état de notre fille, il y a quelque chose qui ne va pas avec Chloé. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Brent a répondu sans quitter des yeux la télévision, rien de particulier. Il a suggéré qu'elle était peut-être simplement seule sans sa maman. Il m'a aussi demandé si je pouvais réduire mes voyages d'affaires. Ces mots m'ont fait sentir coupable. Peut-être n'équilibrais-je pas bien mon travail et ma famille. Pendant que ma fille se sentait seule, je donnais la priorité à ma carrière. Étais-je une mauvaise mère ? De telles pensées pesaient lourdement sur ma poitrine. Je ne pouvais cependant pas abandonner un projet majeur en cours de route. Il y avait la relation de confiance avec le client. Si j'arrêtais maintenant, tout ce que j'avais construit s'effondrerait. Me disant cela, j'ai continué à travailler. Fin septembre, le projet est entré dans sa phase finale, et une mission de 3 jours à Seattle m'a été assignée. C'était un travail important, une présentation au siège du client, et je ne pouvais refuser. La nuit précédant le voyage, Chloé est venue dans mon lit. « Je peux dormir avec toi » m'a-t-elle demandé d'une petite voix. « Bien sûr » ai-je répondu, et ma fille s'est blottie dans mes bras. Alors que je la tenais, son corps me paraissant plus petit que d'habitude, je lui ai caressé les cheveux. Après un moment, Chloé a murmuré « Ne pars pas, maman ». « Qu'est-ce qui ne va pas » ai-je demandé, et Chloé a répondu qu'elle voulait rester avec moi. « Ce n'est que 3 jours. Je serai de retour avant que tu ne t'en aperçoives, ai-je promis. » Ma fille n'a rien dit de plus, elle s'est juste accrochée à moi. La force de ses bras était plus forte que d'habitude. Le lendemain matin, alors que j'amenais ma valise à la porte d'entrée, Chloé est apparue en pyjama. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Brent a dit « Ne t'inquiète pas », en posant sa main sur l'épaule de notre fille, et a ajouté gentiment que tout irait bien. Chloé pleurait. J'ai serré ma fille dans mes bras et je lui ai répété maintes fois que je reviendrais très vite, mais ma fille ne voulait pas me lâcher. Brent a éloigné Chloé en disant qu'il s'en occuperait et que tout irait bien. Le taxi est arrivé. J'ai quitté la maison le cœur lourd. En regardant en arrière depuis la voiture, Brent se tenait à l'entrée, tenant Chloé. La petite main de ma fille se tendait désespérément vers moi. Le travail à Seattle s'est bien passé. La présentation a été un succès et j'ai reçu de nombreux éloges du client. Mais au fond de moi, je continuais de me sentir anxieuse.
J'avais l'impression d'avoir laissé quelque chose d'important derrière moi, une sensation qui agitait ma poitrine. La première nuit, j'ai appelé à la maison depuis ma chambre d'hôtel. Brent a répondu en disant que Chloé allait bien et qu'elle dormait déjà. Je lui ai demandé de lui souhaiter bonne nuit de ma part, ne voulant pas la réveiller, et il a répondu brièvement, compris, avant de raccrocher. La deuxième nuit, j'ai rappelé. Brent a dit que Chloé était allée jouer chez une amie. J'ai regardé ma montre. Il était plus de 20 heures. À cette heure-ci, ai-je demandé, et il a répondu qu'elle rentrerait bientôt et qu'il la ferait m'appeler plus tard. Mais cette nuit-là, je n'ai reçu aucun appel de Chloé. Ni à 22 heures, ni à 23 heures. J'ai pensé à rappeler, mais il était tard et j'ai renoncé, pensant que ma fille devait déjà dormir. Le matin du troisième jour, j'ai appelé avant ma présentation. Brent a dit que Chloé était partie à l'école. Elle n'a pas pu appeler hier. Est-ce que tout va bien? Ai-je demandé, et il a juste répété, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Son ton était froid. Après avoir terminé la présentation et la dernière réunion avec succès, je devais initialement rentrer par un vol du soir, mais j'ai décidé de prendre un vol de l'après-midi. Quelque chose n'allait pas. L'intuition d'une mère me le disait. Des sonnettes d'alarme continuaient de retentir au plus profond de moi. Dans le taxi vers l'aéroport, j'ai appelé la maison à plusieurs reprises, mais Brent n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal disant que je revenais par un vol plus tôt. Dans l'avion, je n'arrivais pas à me calmer. Fixant les nuages à l'extérieur du hublot, le visage de Chloé flottait dans mon esprit. Le comportement récent de ma fille, le bleu que j'avais vu sous sa manche longue, les cauchemars nocturnes, son corps amaigri. Tout semblait se connecter, et la peur montait en moi. Je devais rentrer vite. Seule cette pensée occupait mon esprit. L'avion a atterri à l'aéroport de Boston juste après 17 heures. Sans même récupérer correctement mes bagages, j'ai couru jusqu'à la station de taxi. J'ai donné mon adresse au chauffeur et lui ai demandé de se dépêcher. Alors que le taxi entrait dans le quartier résidentiel, mon cœur battait la chamade violemment. Tout en regardant le paysage défiler par la fenêtre, je vérifiais ma montre à plusieurs reprises. 18h15, Chloé devait être rentrée de l'école. Peut-être était-ce l'heure de préparer le dîner. Je suis sorti du taxi devant notre maison. En payant la course, j'ai levé les yeux vers les fenêtres. La lumière du salon était allumée. Quelqu'un était là, mais la lumière du porche avant était éteinte. Normalement, Brent l'aurait allumée. Traînant ma valise, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte avec ma clé. J'ai appelé, je suis rentré. Mais il n'y eut aucune réponse. Normalement, j'aurais dû entendre les pas de Chloé se précipiter vers moi, mais la maison était silencieuse. En enlevant mes chaussures, j'ai écouté attentivement. J'entendais à peine la télévision, mais aucune voix, aucun son, rien. C'était un silence inquiétant. Lorsque j'ai ouvert la porte du salon, Brent était assis sur le canapé, buvant de la bière. Un bulletin d'information passait à la télévision, mais le volume était très faible. Brent m'a regardé et a dit sans émotion, « Bienvenue ». Il a ajouté, « Tu es en avance ». « Où est Chloé » ai-je demandé, la gorge sèche. « Elle joue dans sa chambre », a répondu Brent. Il a reporté son regard sur la télévision et a bu une gorgée de bière. Son attitude était si naturelle que cela n'en était que plus troublant. J'ai laissé ma valise là et me suis dirigé vers la chambre de Chloé. Alors que je marchais dans le couloir, le bruit de mes battements de cœur résonnait dans mes oreilles. J'ai posé ma main sur la porte de ma fille et l'ai ouverte lentement. Chloé était affaissée sur le sol. Le temps s'est arrêté. Mon cerveau refusait de comprendre la scène qui se déroulait sous mes yeux. Ma fille était allongée par terre, immobile. « Chloé !» Ma voix tremblait. Je me suis précipité dans la pièce et j'ai tendu la main vers le corps de ma fille. M'agenouillant et observant le visage de ma fille, j'ai constaté que ses yeux étaient à peine ouverts. Elle était consciente, mais sa respiration était superficielle et son visage était pâle. Quand j'ai appelé son nom, les lèvres de ma fille ont bougé légèrement. « Maman ?» C'était une voix faible. Après avoir dit juste cela, elle a refermé les yeux. Il y avait des bleus sur ses bras, multiples, des récents et des anciens. Sa lèvre était fendue avec du sang séché. Il y avait une marque rouge sur le côté de son cou. Quand j'ai retroussé ses manches, encore plus de contusions sont apparues. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller. Maman est là. J'ai essayé de prendre ma fille, mais Chloé a gémi doucement. Quelque chose dans son corps lui faisait mal. Je ne devais pas la bouger. Prenant cette décision, j'ai couru au salon. « Brent » hurlai-je. « Il y a quelque chose de terrible avec Chloé. »
Qu'est-ce qui s'est passé? Brent s'est levé lentement. Il a posé sa canette de bière sur la table et a haussé les épaules. Il a dit qu'il avait juste été un peu strict. Il a ajouté que j'étais trop protectrice. Un peu strict. Je n'arrivais pas immédiatement à saisir le sens de ces mots. Est-ce que cela s'appelait être strict, mettre ma fille dans un tel état? J'ai regardé mon mari avec incrédulité. Brent était sans expression. Il était calme, comme s'il discutait de la météo. Elle a fait quelque chose de mal, alors je l'ai disciplinée correctement. C'est tout, a poursuivi Brent. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix. La discipline. C'était ça, la discipline. Ma fille effondrée sur le sol, respirant à peine, couverte de bleu partout. C'était ça, la discipline. Mes mains tremblaient. J'ai sorti mon smartphone de ma poche et j'ai composé le 911. Mes doigts ne fonctionnaient pas correctement. L'opératrice m'a demandé mon adresse et la situation. Tout en répondant, je suis retourné dans la chambre de Chloé. Ma fille était toujours allongée par terre. Ses yeux étaient fermés, mais sa poitrine se soulevait légèrement. Depuis le salon, Brent m'a interpellé, me disant que j'étais dramatique. Cette voix froide résonnait dans toute la maison. J'ai serré la main de Chloé. Ça va aller. Les secours arrivent bientôt, ai-je répété. La main de ma fille était froide. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une sirène. Le son approchait de loin. J'ai couru à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Une ambulance s'est arrêtée devant la maison et 2 urgentistes en ont sauté. À leur tête se trouvait un homme dont l'étiquette portait le nom de Tom Miller. L'autre était une femme. Ils ont tous deux transporté de grands sacs à l'intérieur. Où? A demandé Tom. J'ai pointé la chambre de ma fille. Les deux se sont précipités. Je les ai suivis. Tom s'est agenouillé à côté de Chloé et a commencé à l'examiner rapidement. La femme urgentiste faisait son rapport par radio. Tom a regardé les bras de Chloé, a regardé son cou et a froncé les sourcils. Il n'a rien dit, mais son expression en disait long. Ce n'était pas une blessure normale. La femme a mis un masque à oxygène sur le visage de Chloé. Tom prenait sa tension artérielle et vérifiait la réaction de ses pupilles. Leurs mouvements étaient rapides et précis. Nous la transportons, a déclaré Tom. La femme est allée chercher le brancard. Je suis resté figé à côté de ma fille. Tom s'est dirigé vers le salon. Je l'ai entendu demander si des membres de la famille étaient présents. J'ai suivi. Brent se tenait dans le salon. Au moment où Tom a vu le visage de Brent, l'atmosphère a changé. Le corps de Tom s'est raidi. Ses yeux se sont écarquillés et j'ai vu son visage se décolorer. Pendant plusieurs secondes, Tom n'a pas bougé. Il a juste fixé Brent. Toi? La voix de Tom tremblait. C'est pas possible. Brent a regardé Tom sans expression. Il n'a rien dit. Tom s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, il y avait un mélange de colère et d'une autre émotion. C'était peut-être de la peur. Madame, a dit Tom d'une voix basse. Cet homme est-il votre mari? Oui, ai-je répondu. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Tom s'est penché près de mon oreille et a chuchoté, je connais cet homme. Il est dangereux. J'appelle la police immédiatement. Je n'ai pas pu absorber immédiatement le sens de ces mots. Une personne dangereuse. Mon mari. Tom a sorti sa radio et a appelé la police. Puis il a demandé à la femme urgentiste de procéder au transport immédiatement. Le brancard est sorti de la chambre de Chloé. Ma fille était allongée, le masque à oxygène sur le visage, les yeux fermés. Je me suis précipité vers elle et lui et dit que maman l'accompagnerait. En montant dans l'ambulance, j'ai regardé en arrière. Brent regardait par la fenêtre du salon. Son visage n'exprimait rien. Il se tenait là comme si cela ne le concernait pas. Les portes de l'ambulance se sont fermées et la sirène a commencé à hurler. Tout en continuant les soins, Tom m'a dit, « Votre fille va s'en sortir. Nous nous dirigeons vers l'hôpital maintenant. » Puis, après une brève pause, Tom a poursuivi. « Concernant votre mari, je vous dirai tout à l'hôpital. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre fille. » J'ai tenu la main de Chloé, sa petite main froide. Je n'avais pas protégé cette main. En tant que mère, je n'avais pas su protéger ma fille. Les larmes ont débordé et ne s'arrêtaient plus. Je suis désolé, Chloé. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré encore et encore. J'attendais devant la salle d'urgence de l'hôpital, assise sur une chaise en plastique, le visage couvert par mes 2 mains. Chloé était entourée de médecins et recevait des soins. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé.
L'horloge du couloir indiquait 20 heures. 2 heures s'étaient écoulées depuis notre arrivée en ambulance. La porte de la salle de soins s'est ouverte et une docteure en blouse blanche est sortie. Une femme d'une 50aine d'années a l'air fatiguée. Madame Kennedy, m'a appelé la docteure. L'état de votre fille est stable. Elle présente des signes de déshydratation et de malnutrition, mais sa vie n'est pas en danger. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais l'expression de la docteure restait grave. Elle a continué, cependant, le corps de votre fille montre des signes clairs de maltraitance. Diverses ecchymoses, nouvelles et anciennes, des signes de côte fissurée, des marques de strangulation sur le cou. Ce ne sont pas des blessures accidentelles. J'étais incapable de parler. Côte fissurée, marque de strangulation. Nous avons le devoir de signaler ces faits, a dit la docteure doucement. Nous avons déjà contacté les services de protection de l'enfance et la police. Un officier sera là sous peu. Je comprends, ai-je répondu, ma voix tremblant. La docteure a posé une main sur mon épaule. Ce n'est pas votre faute. Mais pour l'instant, protéger votre fille est la priorité absolue. Puis-je voir Chloé, ai-je demandé. Bien sûr, a dit la docteure, ouvrant la porte. Chloé était allongée sur un lit blanc, une perfusion reliée à son bras, et des moniteurs affichaient son rythme cardiaque. Son teint paraissait un peu meilleur. Ses yeux étaient fermés, elle dormait. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit et j'ai tenu la main de ma fille. Je suis désolé, ai-je murmuré. Je n'ai pas pu te protéger. Je suis vraiment désolé. 30 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. L'un était un jeune homme, l'autre une femme d'une 40aine d'années. L'officière s'est présentée comme la détective Miller. Veuillez nous raconter la situation en détail, a-t-elle dit. J'ai tout raconté, mon retour de voyage d'affaires, le fait d'avoir trouvé Chloé effondrée dans sa chambre, les mots de Brent. Où est votre mari? A demandé la détective Miller. Je crois qu'il est à la maison, ai-je répondu. Nous avons déjà envoyé une patrouille, a-t-elle dit. Puis elle a ajouté. En fait, nous avons reçu des informations détaillées de l'urgentiste Tom Miller. Il devrait arriver ici sous peu. À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Tom dans le couloir. La détective Miller a levé la main et l'a appelé. Tom s'est approché rapidement, toujours dans ses vêtements de travail et l'air pressé. Madame Kennedy, votre fille va bien? A demandé Tom. Elle est stable, ai-je répondu. Puis j'ai regardé Tom. Vous avez dit que vous connaissiez mon mari. Qu'est-ce que cela signifie? Tom a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Le nom de cet homme n'est pas Brent Kennedy. Son vrai nom est Ryan McBride. Ryan McBride. C'était un nom que je n'avais jamais entendu. Il y a 6 ans, il a été accusé de maltraitance d'enfants dans l'État de New York. La victime était l'enfant de son ex-femme. Ma nièce, Jenny. Votre nièce, ai-je répété. Ma tête tournait. La colère transparaissait dans la voix de Tom. Jenny avait 6 ans à l'époque, le même âge que votre fille maintenant. Cet homme abusait régulièrement de Jenny, la frappant, lui donnant des coups de pied, la privant de nourriture. Jenny a eu de multiples fractures et a finalement été hospitalisée. Sa vie était en danger. Je n'arrivais plus à respirer. Il y a 6 ans, une fille du même âge que Chloé. Lors du procès, il a reçu une peine avec sursis. 3 ans de probation, a dit Tom en serrant les poings. Mais après cela, cet homme a disparu. Il a changé de nom et a déménagé dans un autre État. Nous le recherchons depuis. La détective Miller a poursuivi, nous avons déjà vérifié les dossiers de l'État de New York. Ryan McBride a été signalé pour maltraitance d'enfants 2 fois, en 2016 et 2018. Il a été formellement accusé en 2019 et a reçu une peine de 3 ans de sursis probatoire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. 3 ans. J'avais vécu avec cet homme pendant 3 ans avec ma fille sans rien savoir. Nous avons également découvert de faux documents d'identité, a déclaré la détective Miller. Le nom de Brent Kennedy est un alias complet. Une partie de son historique de travail était également inventée. Pourquoi? J'ai réussi à articuler les mots. Pourquoi personne ne m'a rien dit? N'y a-t-il pas quelque chose comme un registre des délinquants sexuels? Il était enregistré comme agresseur d'enfants, pas délinquant sexuel. Cependant, après la fin de sa période de probation, il a échappé à la surveillance, a expliqué la détective Miller en s'excusant. C'est une faille du système. Quand quelqu'un traverse les frontières d'État, le suivi devient difficile. Je me suis tenu la tête. Tout n'était qu'un mensonge, notre rencontre, le mariage, la vie de famille.
Tout était bâti sur des mensonges montés de toutes pièces. Tom a ajouté, ma nièce Jenny a 12 ans maintenant. Elle suit une thérapie et se rétablit petit à petit, mais elle fait toujours des cauchemars. Je ne pourrai jamais pardonner à cet homme. Son ex-femme avait-elle d'autres enfants? Ai-je demandé. 2. Jenny et un autre garçon. Les deux ont été victimes de maltraitance. La voix de Tom tremblait. La détective Miller s'est levée. Nous arrêtons Ryan McBride, ou plutôt Brent Kennedy. Il sera en détention ce soir. Puis elle m'a regardé, nous aurons besoin de votre témoignage également. Pour l'instant, restez auprès de votre fille. Le lendemain, j'ai été convoqué au poste de police. Chloé est restée hospitalisée, une infirmière à son chevet. Dans la salle d'interrogatoire, j'ai fait face à Brent. Il était menotté et portait un uniforme de prisonnier orange, mais son expression restait la même, sans émotion. « Pourquoi m'as-tu menti » ai-je demandé, les larmes coulant. Brent a haussé les épaules. « Si je t'avais dit la vérité, tu ne m'aurais pas épousé. »« Que as-tu fait à Chloé ?»« Je l'ai juste disciplinée. Fais quelque chose de mal, reçois une punition. C'est ça, l'éducation. » L'éducation. Je me suis levé. « Tu as failli tuer ma fille. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans pourrait bien faire de si grave ?» Brent a détourné le regard. J'ai élevé les enfants de mon ex-femme de la même manière. Il faut être strict avec les enfants. Tu es malade, ai-je dit. Tu es quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais je ne te considère plus comme mon mari. La détective Miller est entrée dans la pièce. Ça suffit, Madame Kennedy. J'ai quitté la salle d'interrogatoire. Je ne voulais plus jamais revoir le visage de cet homme. Quelques semaines plus tard, j'ai été contacté par le bureau du procureur. Ils allaient inculper Ryan McBride de multiples chefs d'accusation, notamment maltraitance d'enfants, fraude et falsification d'identité. Cette fois, il n'y aurait pas de sursis. Une peine de prison ferme était certaine. J'ai aussi parlé plusieurs fois avec Tom. Il a amené sa nièce Jenny me rencontrer. Jenny, maintenant âgée de 12 ans, était une fille menue et calme. Je n'arrive pas à croire qu'un autre enfant ait traversé ce que j'ai vécu, a dit Jenny. Mais vous êtes en sécurité maintenant, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en sécurité maintenant, ai-je répondu. Jenny a souri. Il m'a fallu du temps aussi, mais je me suis amélioré progressivement. Chloé ira bien elle aussi. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Ma fille aussi pourrait retrouver son sourire un jour. Je pouvais y croire. 6 mois plus tard, le procès a eu lieu. La salle d'audience était pleine de spectateurs. J'ai pris la barre des témoins et j'ai parlé d'une voix tremblante. J'avais été complètement trompé. Je n'avais aucune idée de qui il était ni de ce qu'il avait fait. Les larmes débordaient et ne s'arrêtaient pas. La nièce de Tom, Jenny, a également témoigné. Maintenant âgée de 12 ans, elle a regardé le juge droit dans les yeux et a dit « Les souvenirs d'il y a 6 ans ne sont toujours pas disparus. Cet homme ne devrait pas être pardonné. » Sa voix était petite, mais elle contenait une ferme résolution. Les rapports médicaux, les photographies des blessures de Chloé, les anciens dossiers de maltraitance. L'accusation a soumis toutes les preuves. La défense a plaidé pour une chance de réhabilitation, mais le juge a secoué la tête avec une expression sévère. Le verdict fut de 12 ans de prison. Brent, ou plutôt Ryan McBride, a été envoyé en prison. Il est resté sans expression jusqu'à la fin. Alors qu'il était conduit hors de la salle d'audience, il m'a regardé une fois, mais j'ai détourné le regard. Je ne ressentais plus rien. 1 an plus tard, Chloé et moi avions déménagé dans un nouvel appartement, une pièce au 2e étage où entrait une lumière vive. La nouvelle chambre de Chloé avait des rideaux roses qu'elle avait choisis elle-même. Chloé suivait une thérapie 2 fois par semaine. Au début, elle ne parvenait à parler de rien, mais peu à peu, les mots ont commencé à sortir. Le nombre de cauchemars a diminué. Elle s'est aussi fait des amis à l'école et montrait parfois son sourire. Nous avons continué à rester en contact avec Tom et sa famille. 1 fois par mois, nous nous rencontrions tous au parc. Jenny et Chloé se tenaient la main et jouaient ensemble. Les deux qui connaissaient la même douleur semblaient se comprendre sans mots. J'avais rejoint une organisation bénévole de prévention de la maltraitance des enfants. Parfois, je parlais de mes expériences lors de conférences. C'était douloureux au début, mais petit à petit, mon cœur s'est allégé en parlant. Je voulais réduire le nombre de victimes comme moi, même d'une seule personne. Ce désir me poussait à aller de l'avant. Pour le 7e anniversaire de Chloé, j'ai organisé une petite fête. La famille de Tom, des amis de l'école et sa thérapeute se sont réunis pour nous.
Le salon était décoré de ballons de fête et de décorations. Lorsque nous avons allumé les bougies sur le gâteau, tout le monde a chanté joyeux anniversaire ensemble. Chloé souriait timidement, mais ce sourire était beaucoup plus lumineux qu'avant. Avant de souffler les bougies, Chloé m'a regardé. « Maman, nous sommes heureuses, n'est-ce pas ?» J'ai serré ma fille dans mes bras. Oui, nous sommes vraiment devenus une famille maintenant. Des gens qui s'aiment et se protègent les uns les autres. C'est ça, une vraie famille. Chloé a hoché la tête. Puis elle a soufflé les bougies. Tout le monde a applaudi. Dehors, la lumière du soleil printanier se déversait doucement. Notre nouvelle vie commençait ici. Les blessures étaient profondes et il faudrait du temps pour guérir complètement. Mais nous avions des gens qui nous soutenaient. Nous n'étions pas seuls. Chloé a tenu ma main. Une petite main chaude. Cette main. Cette fois, j'allais la protéger. Je l'ai juré dans mon cœur. Tom a levé son verre au nouveau commencement. Tout le monde a trinqué. Les enfants avaient du jus. J'ai regardé ma fille. Chloé riait avec ses amis. En voyant ce sourire, j'ai pensé que nous avions survécu. Et qu'à partir de maintenant, nous allions véritablement vivre pleinement. La famille n'est pas seulement une question de lien de sang. Les personnes qui se soutiennent, se font confiance et s'aiment, ce sont elles, la famille. Et ces liens sont plus forts que n'importe quel passé sombre. La fête s'est poursuivie jusqu'au soir. Des rires résonnaient dans la pièce. Ce bruit était comme le tintement d'une cloche annonçant le début de notre nouvelle vie. Il y a de l'espoir. Il y en a toujours. Croyant cela, nous avançons, regardant droit devant nous.